Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de 10h47. Et comme vous le voyez, on a un invité très spécial. On en parle tout de suite après le générique. Donc, re-bienvenue dans ce nouvel épisode en compagnie, comme d'habitude, de Benoît et Red. Et aujourd'hui, on a la chance, l'honneur, et je le dis vraiment parce que je me suis battu des mois pour l'avoir. Donc, merci beaucoup de ta patience et merci de ta présence. François Hercouet, qui est donc directeur éditorial chez Urban Comics. Oui, tu as brisé toutes les défenses, tu m'as eu à l'usure. Nous, on l'appelle le stalker, mais Ouais, c'est ça. Donc François, merci en tout cas, encore une fois, merci de l'invitation. Je me présente. Ça nous tenait vraiment à cœur à tous les trois de t'avoir parce que on aime beaucoup Urban, comme tu peux le voir derrière nous, je pense. Et on avait quelques petites questions. Ça dépend, mais mur noir qui absorbe toute la lumière, c'est parfait. Eh ben, si vous voulez bien, les amis, je vais poser la première question, celle qui me brûle les lèvres, que je pose souvent au directeur éditorial. Quel est le parcours ou comment tu es devenu directeur éditorial? Comment je suis devenu à force de persévérance? Non, non, parce que sinon, non, ça ne suit pas que de ça. Non, je pense que c'est une question de passion d'abord, d'occasion à ne pas manquer ensuite, et après de la persévérance. C'est que moi, j'ai commencé, alors on ne va pas remonter trop loin, mais j'ai commencé ma carrière pro chez Delcourt, où j'étais d'abord stagiaire. 2 fois 3 mois, on m'a dit reste dans les murs, c'était pas loin des 20 ans de Delcourt. Et il y avait en fait un appel d'air, il y avait besoin un petit peu de sang frais. Et j'ai été cette victime consentante, du coup je me suis sacrifié. Et j'étais, c'est à peu près à cette période-là où je suis passé de stagiaire ensuite à... mon premier stage était uniquement, on va dire, au public rédactionnel. En gros, on faisait le lien entre l'édito et le marketing. Et puis après, j'ai eu l'occasion, vu que j'étais dans le même bureau que Thierry Mornay, de lui dire tout mon amour d'abord. Et effectivement, il avait besoin d'un padawan. Et j'ai été ce padawan pendant 6 ans, presque 7, je crois. Et puis, en fait, de stagiaire, je suis devenu assistant édito. Quand à un moment, on m'a demandé qu'est-ce que tu préfères, les argus commerciaux ou envoyer un bouquin au print, je dis moi, c'est le bouquin. Je suis là pour faire du livre. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis voilà, ça a été 6 ans de formation auprès du meilleur. Donc, ça a été 6 ans de bonheur. On a convolé. Et puis, à un moment, j'ai dû voler de mes propres ailes. C'était le moment, c'était à l'été 2011, où le groupe Média Participation, donc, qui regroupe Dargaud, Dupuis, Le Lombard et Cana, en fait, ils ont eu l'occasion de créer ce partenariat avec DC Comics qui redistribuait ses droits en fait en France, qui les retirait à Panini pour les reproposer, pour les remettre sur le marché. Et du coup, c'est Média Participation qui a remporté la mise. Et ils avaient en gros une super licence, mais ils avaient personne en fait pour gérer tout ça. Donc, je me suis présenté, on m'a dit OK. Et puis, ça a été un peu le saut dans le vide, parce que c'est vrai que j'étais chez Delcourt, j'y étais bien, j'avais tous mes potes, on partait en vacances ensemble. Enfin, c'était vraiment on était toute une génération qui était arrivée en fait, on va dire à l'aube de nos 20 ans, 25 ans. Et c'est vrai qu'il y avait un super esprit d'équipe à ce niveau-là. Et donc là, je partais pour l'inconnu, je partais pour Dargaud. Et je me souviens encore du moment où Thierry m'avait annoncé que la licence d'ici tombait entre guillemets chez Dargaud. Et nous négocions, nous tapions fort sur la cuisse en disant haha, Dargaud qui fait Batman, n'importe quoi. Bon courage. Et donc quelques mois après, c'était moi qui devenais capitaine de ce navire. Et aux côtés de Yann Graff aussi, qui avait lui un passif de libraire, mais avant tout d'encyclopédie vivante de DC et du comics en général, avec qui on a bâti un petit peu Urban Comics, avec Charlène aussi, Le Cac, qui était notre community manager, qui est depuis maintenant directrice marketing, avec Anne Bouvet à l'époque, avec Paul Scorteccia, qui était l'ancien directeur édito du Lombard, à qui on avait confié en fait la création de ce qui allait devenir Urban Comics.
Et puis, pour citer tout le monde, Laurent Duvaux, si jamais il écoute, il sera flatté et gêné, mais Laurent Duvaux est la personne sans laquelle rien ne se serait fait. Donc voilà, ça fait toute une petite aventure qui commençait. Et puis, depuis, l'équipe s'est agrandie. Ça fait 12 ans maintenant, je crois. 2012, ça fait 12 ans. Et vous êtes combien dans l'équipe en tout? C'est toujours marrant de savoir le nombre. Parce qu'on s'imagine, nous, des bureaux à l'américaine avec 150 personnes qui travaillent, mais au fur et à mesure, on a appris qu'en fait, c'est souvent très peu. Ouais. Alors, on a quand même la chance d'avoir, de par le volume d'activité, on est quand même, on est 10. Attends, j'espère que personne. Mais oui, on est 10, 11. Voilà. Mais on est à peu près, voilà, on doit être, c'est même sûr, on est 5 à l'édito, 6 plus moi, on a le directeur, 2 personnes au commercial, 3 personnes au web maintenant. Donc, je ne dois pas être à 10, je dois être un petit peu plus en ce moment. Une bonne dizaine. Okay. Ouais. Et c'est ce qu'il faut pour faire tourner tout ça. Ouais, c'est pas excessif non plus. Enfin, c'est pareil. On peut s'attendre à ce qu'il y ait 15, 30, enfin plutôt 30, 40 personnes à chaque fois, mais non. Ça reste contenu. C'est ça. On a une bonne force de production. Oui, parce que vous sortez quand même énormément de bouquins, donc on se dit qu'il faut être à fond derrière, donc il faut être nombreux. Ouais, il faut être structuré en fait. Je pense que c'est ce qu'on a appris du coup en une dizaine d'années. Enfin, moi, je suis arrivé en fait avec mon bagage de super assistant édito. Donc, je suis passé d'assistant à directeur. Ça a été un gros step-up. Et c'est vrai que j'ai ensuite formé Yann qui avait déjà toute la connaissance qu'il faut. Il manquait juste cette expérience en fait de faire un livre. Donc ça, c'est un truc que j'ai pu distiller à Yann et à Sarah qui nous a rejoint depuis, à Thierry, à Arthur et à Arthur. Enfin bref, ça a été vraiment toute une transmission. Et puis je pense qu'on a appris à bien bosser sans. Enfin, les 4 premières années ont quand même été assez hardcore. C'est que ça a été parce on était pour le coup assez peu. On était 3 à l'édito, moi compris. Ah oui. Et c'est vrai que il fallait dépoter quoi. Et donc autant dire que les vacances, les week-ends étaient un concept un petit peu abstrait. Et c'est vrai que arrivé à un moment où ma première réponse était non, je me suis dit je vais peut-être lever un peu le pied, ou on va peut-être embaucher aussi. Donc voilà, ça a été des prises de conscience comme ça progressives. Mais c'est vrai qu'on est dans un boulot où quand la passion t'anime et que tu bouffes Urban, tu respires Urban, tu dors Urban, voilà, t'as pas vraiment de raison de t'arrêter. À l'époque, en plus, on avait personne qui était encore parent, donc on avait oui. l'énergie de la jeunesse. J'oublie ce que c'était. Et c'est vrai que depuis maintenant, on a conscience aussi qu'on ne peut pas non plus cramer jusqu'à la fin. Cette magnifique énergie, il faut qu'on reste passionné et dans un bon état. Et c'est vrai qu'en plus, on a la donne, souvent, là, on est pas mal de parents maintenant dans l'équipe. On a une génération d'enfants urbains, là. Et il faut s'économiser maintenant. On se recentre aussi sur l'essentiel que sont devenus quand même nos enfants. C'est bien. Ok. Concernant excuse-moi, vas-y. Non, mais vas-y, je t'en prie. Tu étais bien lancé. J'allais rebondir sur la passion. C'était une de nos questions, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du comics? Est-ce que tu avais des super-héros préférés quand tu étais, on va dire, quand tu as débuté le comics? Et qu'est-ce que tu lis aujourd'hui? Alors, oui, j'étais passionné à la base, sinon j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Enfin, je pense que c'est vraiment c'est le dénominateur commun en fait, pour toute l'équipe et même pour toute personne qui se retrouve à bosser dans l'édition et a fortiori du coup dans le comics. Donc moi ça vient de mon enfance, il y a toujours eu des BD en fait qui traînaient autour de moi, et que ce soit du Gaston, du Astérix ou du Tintin. Et c'est vrai que plus spécifiquement, c'est mon oncle à qui je dois ce virus qui a été le comics. Il en avait partout, jusque dans les toilettes. Donc je passais beaucoup de temps aux toilettes pour compulser tous les Ombrax, alors les Kiwis, pas trop. Enfin, j'étais pas trop western ou on va dire fumetti. Mais il avait plein de petits formats, moi, qui m'ont un peu formé. Et puis il avait aussi des éditions Lombardie. C'est un grand collectionneur de BD, mais avec cet amour aussi pour la BD américaine.
il fait partie des personnes qui ont la collection des 7... comment ça s'appelle déjà, la toute première publication de Marvel qui a été censurée. C'était... Je ne connais même pas ça. Non, bon, je vais peut-être le retrouver tout à l'heure. Mais voilà, j'ai eu accès en fait à tout ce fond. Et ouais, mon héros préféré, ça devait être Spider-Man quand même à l'époque. Comme tout lecteur de comics français, c'est ce que je dis souvent dans les interviews, c'est qu'on est avant tout un fan de Marvel. Et ça, ouais, ça m'a suivi très longtemps, quoi. Non, j'essaie de... Fantasque. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était les premières publications. Et c'est voilà, des pièces de musée, là, maintenant. C'est vrai que si vous en avez un, ou si vous en croisez en braderie, ce qui est de plus en plus rare, je pense, vous avez un vrai trésor entre les mains. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Quand j'étais ensuite ado, c'était Strange, que j'allais chercher en kiosque avec mon grand-père qui m'achetait mes petites BD, comme il disait. Et c'était toutes les VI, X-Men, Serval, enfin vraiment toutes. J'en ai beaucoup bouffé. Et puis après, quand j'étais, on va dire, à la fac, j'ai eu accès en fait plus facilement à la VO, parce que je suis breton à la base. Et j'ai très bien. J'ai pu en fait avoir accès à la VO aux premières. C'était quoi? C'était Deep Zone à l'époque à Rennes, où j'ai pu acheter mes premiers Spawn, même les Curse of the Spawn. Enfin bref, toute la vague Image en fait que j'ai connue à la fois en VF parce que j'étais abonné, et puis vraiment je me nourrissais aussi à la source. Et ça m'a. J'ai eu toute cette période de la naissance d'Image avec force poche sur tous les costumes, force cartouchière et des flingues qui ressemblaient plus à des sèche-cheveux qu'autre chose. Ouais, donc c'était une période. Mais c'est bien. Enfin, du coup, il fallait que jeunesse se passe, et pour les dessinateurs aussi, visiblement, il fallait qu'ils expulsent pas mal de leur fantasme. Et mais on a tous grandi ensemble, on va dire. Et puis j'ai accueilli avec pas bienveillance, mais avec un certain bonheur quand, en gros, Image est passé, quand ils ont passé la seconde, et ils ont accueilli des scénaristes. Donc le premier a été Kirkman, qui a vraiment dynamité un peu le truc, a créé ce manifeste en disant venez créer pour vous, en fait, plutôt que de créer pour Marvel et pour DC. Et c'est vrai que par exemple, le Walking Dead, c'est quelque chose que j'ai connu d'abord dans la première version de Semic, qui était déjà édité par Thierry à l'époque, mais chez Semic, oui. Et ça faisait partie, moi, de mes bouquins dont je rêvais de voir la suite. Il a fallu attendre un certain temps. Ça, c'est en gros aussi, je pense que Thierry vous l'a peut-être déjà raconté, mais oui, ça n'a pas marché au début, apparemment. C'est surtout qu'il a fallu convaincre en interne. C'était pas gagné. C'est que Guy Delcourt n'était pas du tout vendu au projet de faire du comics de zombies en noir et blanc. Ça alignait à peu près c'était le mauvais profil assuré. Mais voilà, force est de constater que du coup, je pense que le lancement a été bien pensé par Thierry, c'est qu'il avait à la fois publié le premier volume et également le deuxième, ce qui fait que il y avait tout de suite, même pour ceux qui avaient déjà acheté le premier, il y avait tout de suite la nouveauté, donc qui était dessinée par Charlie Adlard. Et je me souviens du coup de Guy qui était descendu dans notre bureau et pour nous dire j'ai lu et c'est pas mal. Thierry était revenu 3-4 fois à la charge avec vraiment le projet sur le bureau et tout, et il s'était fait retoquer, mais voilà, ça, finalement, comme quoi ça paye d'être persévérant, mais aussi de provoquer la chance. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure pour comment est-ce qu'on arrive là. Donc la passion, qui est un moteur essentiel pour commencer, mais aussi pour tenir. Et puis ce côté au début de ma carrière, en gros, quand je suis sorti de mes études de philo et de sciences politiques, je me suis dit, à un moment, on va falloir se frotter un petit peu à la réalité. Et c'est pour ça que j'ai fait du web design, parce que j'aimais beaucoup à l'époque, je faisais ça à la main sur Dreamweaver et puis sur Notepad. Et je me dis, bon, je vais me faire une formation en Photoshop, un petit peu en programmation Flash à l'époque. J'ai vraiment l'air d'un dinosaure quand je dis ça. Oui, il y a des mots que je ne comprends pas, mais c'est pas grave. Mais voilà, il y avait c'est quand même cette volonté en gros, d'aller, de tout faire en tout cas pour arriver là où je voulais arriver. Donc ça s'est passé par une école une formation universitaire qui était à Rennes 2, qui venait juste d'ouvrir, c'était la première année, donc métier du texte et de l'édition, qui en fait allait juste me permettre d'avoir une convention de stage pour être stagiaire chez Delcourt. C'était comme ça que ça avait commencé, parce que je harcelais à cette époque-là sur BDGest, donc qui est le forum. Oui, qui existe toujours. Voilà, qui est toujours utile, ouais.
j'avais identifié Michel Dufrane, qui était à l'époque employé chez Delcourt, et j'avais dit, voilà, je suis prêt à venir sur Angoulême faire le café, les chiottes, je peux tout faire. Et on m'a dit, oui, c'est super, on apprécie l'enthousiasme, mais sans convention de stage, rien n'est possible. Et donc voilà, j'avais fait cette formation à Rennes qui m'a donné une convention de stage. J'ai fait un premier stage de 3 mois qui s'est renouvelé. Et donc voilà, on recoupe un petit peu avec le parcours, mais c'est à un moment, c'est quand on sent qu'il y a une ouverture, il faut tout donner. Il faut rester poli, il faut rester correct, mais quand on sent que c'est le moment, il faut y aller, quoi. Et en fait, voilà, je voulais surtout tout essayer pour ne pas regretter de ne pas l'avoir fait, quoi. Et j'ai eu cette chance d'être, entre guillemets, la personne, la bonne personne au bon moment. C'est vraiment, parfois, tu peux être la bonne personne et il y a 0 ouverture. Ça, c'est très, très compliqué. Je sais que c'est arrivé à certains stagiaires qui étaient vraiment, qui avaient le profil et tout, c'est juste que nous, on ne pouvait pas embaucher. Donc, parfois, c'est un peu compliqué. Les places sont chères. Je pense que chaque acteur du monde de l'édition BD et aussi comics est conscient de la chance qu'il a d'occuper ce poste-là. Et c'est aussi la raison pour laquelle personne n'est là par hasard. C'est qu'il y a, et je sais que parfois il peut y avoir on peut avoir des idées toutes faites sur les personnalités de chacun, sur tel éditeur m'en veut personnellement parce qu'il n'a pas publié ce que je voulais dans l'ordre que je voulais, dans le format que je voulais. Mais non, en fait, on est tous passionnés, on fait tous du mieux que l'on peut avec la donne que l'on a, et qui est vraiment différente selon même les maisons d'édition, les politiques maisons. Et on compose avec énormément de facteurs qu'on ne peut pas non plus donner de manière complètement transparente non plus au lecteur. Mais sachez que chaque personne derrière un bouquin fait du mieux qu'il peut. Donc c'est vraiment, j'en vois ça aussi dans une volonté un petit peu d'apaisement, parce que je sens que parfois ça s'énerve un peu. Et on n'est pas beaucoup à être passionné à ce point-là, donc préservons-nous, faisons des enfants et intéressons-les à notre passion. Ça, on va relancer l'économie par une politique de natalité uniquement axée comics. Mais voilà. On s'en charge, nous. Enfin, en tout cas, nous. Donc voilà, je pense que faut jamais douter de ça. En tout cas, il n'y a aucun fumiste dans la partie. Ok. Oui, puis tout le monde essaye d'aller dans le même sens. Oui. C'est un constat qu'on commence à découvrir avec nos différentes interviews des directeurs éditoriaux. Il y a la passion qui mène, vous avez beaucoup de ces points communs, ce dont tu parlais en fait. La passion qui est toujours là, le travail derrière, et la volonté de toujours proposer quelque chose que vous aimez d'abord. En fait, vous n'allez pas proposer... Il y a sûrement des contraintes, peut-être aussi, qui viennent des contrats. Ouais, comment dire, on a d'abord des intuitions qui sont un peu ce qui met le feu aux poudres. C'est que sans ces intuitions-là qui sont nourries par une culture et par une passion, t'as pas l'idée qui va faire que tiens, c'est un nouveau concept édito, une nouvelle collection, une nouvelle façon d'articuler une année. Forcément, c'est cette intuition-là qui parfois est vérifiée, parfois ne l'est pas. Mais il faut continuer de générer l'idée. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut... ce que je disais, je crois, ce matin à Thierry, du coup, pas à Thierry Mornay, mais Thierry de mon équipe. Je disais, en fait, moi, à chaque fois que je prends une douche, j'ai une idée. Et je vais me mettre à prendre plusieurs douches par jour pour générer des idées. mais ouais, il y a en gros cette intuition, donc cette idée de si moi ça me plaît, il y a des chances que ça plaise aussi aux autres, ce qui n'est pas toujours vrai, hein, mais c'est vrai que les débuts d'Urban, ça a été ça, c'est qu'est-ce qu'on veut? Nous, on voudrait du cartonné, on voudrait des belles éditions à ranger dans nos bibliothèques, donc ça veut dire une charte qui soit d'équerre, qui soit cohérente, qui a un gros travail à ce niveau-là, sur l'image même, en fait, sur la marque qui est Urban, sans faire du merchandising en vendant des casquettes et des caleçons, mais on voulait en fait imprégner cette image-là que cohabitent ensemble la licence et la marque de l'éditeur. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a su faire. Maintenant, c'est vrai qu'au bout de 10 ans, c'est bien aussi de se renouveler. En général, on dit qu'une charte graphique, ça dure 10 ans, quoi. Là, on est un peu au moment où on se renouvelle, ce qu'on a pu faire sur Nomad, ce qu'on a pu faire sur les Chronicles, oui, typiquement les grands formats Urban et même l'indé maintenant, qui reste dans un petit format, mais qui est quand même dont on adapte un petit peu la charte. Donc ça, c'est Vanish. Le dos de Vanish est rouge. Ouais. On le voit pas parce qu'il est caché par l'autre. Mais purée, tout est noir et mon petit dos de Vanish, non. Ah, tu vas te faire. Ah oui. Ouais, il y a des vieux qui aiment tout noir. On va continuer si tu veux. Tu auras tout ce qui est super-héros va rester en fait dans cette charte-là. Super.
Mais c'est vrai que l'idée derrière les indés, c'est qu'on s'était quand même rendu compte que les Vertigo étaient en noir et les indés aussi étaient en noir, ce qui fait que autant même les super-héros qu'on avait avaient un code couleur, tu avais une couleur par personnage, mais c'est vrai qu'entre Vertigo et indé, tout était, on va dire, entre guillemets, noyé. C'est qu'on perdait un peu la singularité des récits, notamment indé, et qui ont vraiment besoin de ça, qui ont besoin qu'on les identifie au premier coup d'œil, même quand ils sont rangés rangés en bibliothèque. Facing. Alors, au contraire, quand on voit que le dos, quoi. Autant quand pardon, la oui, ok. couverture est là pour les défendre, il n'y a aucun problème. On voit bien que la couverture de Saga, c'est Saga. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est rangé, ça disparaît, en fait. Ça a invisibilisé un petit peu cette prod indé qui a vraiment besoin simplement d'être repérée. Et donc, voilà, cette réflexion-là, elle s'est faite il y a quoi? Il y a 1 an et demi maintenant. C'était les premiers récits, ça devait être Do a Power Bomb et puis Graffity's Wall. On a commencé un petit peu à revoir, en tout cas pour les indés. Et avant ça, on avait du coup aussi cette autre intuition, mais qui est née à la fin du confinement, que ça c'était mon intuition, qu'on a en fait en comics, en BD américaine, des récits au moins aussi bons, par exemple en SF, en fantastique, en fantasy, au moins aussi bons que ce que peuvent produire la BD européenne. C'est simplement que le lecteur de BD fout jamais les pieds dans un rayon comics. Et donc on s'est dit, puisqu'ils vont pas au comics, le comics ira à eux. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi à ce format, à ce grand format urbain, donc qui est à la hauteur des albums franco-belges. Et on va dire ça commence à prendre. On se rend compte que alors certains libraires qui disent c'est urban, je vais leur faire plaisir, je vais les mettre en comics. C'est pas trop le projet en fait. C'est vraiment l'idée, c'est d'aller coloniser les rayons des librairies généralistes ou franco-belges. Et on va dire qu'avec la masse maintenant d'albums qui paraissent dans ce format-là, sans vouloir non plus, on va pas flauder, on va pas vraiment, on va pas envahir ou surproduire en tout cas de ces grands formats-là. Mais c'est vrai que quand la thématique et on va dire le développement, l'ambition, le dessin cadre avec ce qu'on peut retrouver en franco-belge, c'est les meilleures têtes de pont, les meilleurs ambassadeurs en fait, pour faire comprendre que déjà les comics, ça n'est pas que du super-héros, que le super-héros est un genre parmi tant d'autres, et que tous ces genres-là s'épanouissent en fait avec le manga, avec le franco-belge. Maintenant, on sait que toutes ces BD-là sont variées, mais on reste encore vraiment avec cette idée fixe en fait que comics égale super-héros, mais ça c'est historique, hein, c'est vraiment c'est les premières BD américaines importées en France, c'était massivement du super-héros. C'est là que c'est fou. Alors ça s'est prouvé ce que tu dis avec Nice House on the Lake notamment, qui a remporté un prix à Angoulême. Mais le fait qu'on associe, on en discute souvent entre nous, que les super-héros, enfin comics égale super-héros, pour autant quand on voit la masse de séries Netflix qu'il peut y avoir, c'est tout issu du comics et la plupart ne sont pas du super-héros. On va être sur du SF, enfin je sais pas, Sweet Tooth, enfin il y en a plein. The Boys, j'allais dire, mais ça reste du super-héros. Mais il y en a un paquet et on ne sait pas que c'est la source de base, c'est du comics. Mais c'est pas du super-héros. C'est juste un mec et un dessinateur qui ont décidé de créer une histoire, quoi. C'est ça. Non, mais je pense qu'on va dans le bon sens. Hein, c'est qu'on va vers de plus en plus d'une meilleure compréhension de ce qu'est la BD américaine. Souvent, tu vois, on se pose même des questions quand on communique. Est-ce qu'on parle de comics, du coup, quitte à réactiver des réflexes des rétros, ou est-ce qu'on parle de bande dessinée américaine, ce qui pourrait être un peu plus, on va dire, un peu plus acceptable par certains lecteurs qui se boucheraient le nez en ouvrant un comics, quoi. Donc parfois, mais au niveau du nom, c'est moins pratique. Urban bande dessinée américaine, c'est un peu plus long à faire. Éditeur de bande dessinée américaine. Mais après, en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir s'adapter. C'est que c'est comme disent certains mutants, c'est evolve or die, mais c'est vraiment, c'est pour ça qu'on multiplie aussi les pistes de réflexion sur les formats. C'est que si on a sorti un grand format urbain, un format beaucoup plus spécialisé avec les Chronicles et un format nomade, c'est qu'on essaie de s'adresser en fait à chaque fois au plus grand nombre. On ne veut pas juste se dire, OK, on a 4000 fondus de comics et on va en gros on va les rassasier, on va assécher le portefeuille. Non, moi, mon idée, c'est qu'ils filent notre bouquin à leur sœur, leur cousine, leur beau-père, enfin que ça essaime vraiment et qu'il y ait vraiment cette compréhension beaucoup plus large de l'acception du mot comics. Et alors, comics, évidemment,
je dis toujours un comics, hein, c'est une déformation depuis gamin. Mais voilà, et du coup, je dis que le comics, c'est un genre pluriel, et c'est vrai. Enfin, et alors, moi, j'avais une question un peu plus technique. Je suppose que oui, mais est-ce que DC impose de publier certains livres et après le reste, c'est toi qui choisis? non, après, enfin, non, alors, on n'a jamais eu de pression, Ah oui. jamais de contrainte à ce niveau-là. Après, il y avait des conseils, mais qui étaient, en fait, on nous disait, bah oui, Batman Fortnite, est-ce que vous comptez le faire? Ce serait pas mal. Je dis, bah ouais, en fait, c'est déjà au programme, hein. On n'a pas réfléchi très longtemps. Mais c'est pas imposé. Ils disent pas, il faut absolument que ça sorte. Non, ça, D'accord. il n'y a jamais eu, dans la mesure où on a beaucoup éditorialisé et sélectionné ce qu'ils produisaient. C'est qu'en fait, on produit, on va dire eux produisent et nous, on sélectionne. On fait peut-être 50% de ce qui sort. Ah oui, quand même. Je dis 50%, et maintenant, on est peut-être un peu plus, on sélectionne peut-être un peu plus. Mais en tout cas, on n'a jamais eu cette pression faites plus. En fait, tant que les chiffres sont bons, c'est que la formule fonctionne, en fait. Donc, de leur côté, ouais, voilà, exactement. C'était compliqué au début, hein. Je me souviens pareil, c'est des choses que j'ai déjà racontées. Mais quand ils étaient arrivés avec le New 52, donc on arrivait nous aussi, et ils arrivaient avec leur nouvelle charte graphique, ils étaient trop contents de leur logo et tout. Et sauf que du coup, nous, en prenant un petit peu, en prenant cette mission de publier d'ici en France, on entendait le faire selon nos goûts et ce qu'on pensait être la culture graphique européenne. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus calme, en fait, sur le design. En tout cas, on voulait, là où ils étaient tout en effet glossy, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce logo d'ici en 2011, qui était l'espèce avec ce qu'ils disaient, le peeling effect. On pouvait, en fait, presque, tu avais un effet 3D qui faisait qu'on pouvait enlever une espèce de pellicule du logo. Le C qui s'enlevait du D, un peu comme ça. Oui, c'est ça. Ah oui, ok, oui. Et en fait, celui-là, on n'a pas touché à ce logo officiel, mais c'est vrai que tous les logos toutes les textures qu'ils nous mettaient sur les logos Batman, sur tous les effets de gloss, de flair et tout ce que tu voulais, c'est des choses qu'on a tout enlevé. On était vraiment plus vers du flat design, quelque chose de à l'épure. Vraiment, on gardait les formes des logos, mais on les mettait en blanc, de manière vraiment à ce qu'en plus le logo, la texture du logo vienne pas concurrencer le visuel. Pour nous, le visuel, c'est le meilleur argument commercial marketing d'une BD. La couverture, on passe beaucoup de temps sur les couves, et on voulait pas, en gros, amoindrir l'impact. Ouais, c'est ça. On voulait pas que ça jure, en fait, tout simplement. On avait des idées très arrêtées là-dessus, et c'est limite ce qui a été le plus compliqué. Il y a eu aussi ce focus qu'on faisait sur les auteurs quand on avait créé DC Signature, qui était vraiment la volonté de publier des runs complets de Grant Morrison, de Geoff Jones, de Brubaker, Paul Dini. Voilà, mais de mettre en tout cas, voilà, les auteurs au même niveau que les personnages. Et ça, ils ont eu un petit peu de mal au début à le comprendre. Donc, c'était plus des interrogations de « Ah oui, vous êtes sûr, mais vous avez Wonder Woman, pourquoi est-ce que vous voulez vendre Greg Rucka en même temps ?» Je dis, c'est vendre les deux, on sait que, en gros, tout le monde connaît Wonder Woman, mais c'est se servir aussi de l'aura du personnage pour révéler un auteur, pour que l'auteur devienne lui-même à son tour une porte d'entrée. Si tu aimes le Batman de Grant Morrison, tu iras peut-être sur son flex mentalo derrière. Enfin, voilà, il y avait cette logique de transversalité, et que les auteurs sont aussi, on a beau faire du super-héros et de la licence, les auteurs ont toujours été au cœur de notre démarche. Puis ça permet aussi en tout cas en tant que nouveau lecteur, peut-être de se repérer au niveau des runs. Parce que si tu prends le run de Morrison, tu sais pas ce qu'il y a avant ou quoi, tu sais pas ce qu'il peut y avoir. C'est vite compliqué, c'est vite flou quand tu es un nouveau lecteur. Ah oui, je rebondirai là-dessus après. Je le sentais bien. Voilà, tu sais que tu as ton run qui fait de 0 à, pour Morrison en tout cas, de 0 à, je sais plus, 8, 7, 9, un truc comme ça. C'est hyper intéressant, et moi j'ai toujours aimé qu'il y ait cette valorisation de l'auteur, que ce soit le Rucka, le Paul Dini, le Morrison. J'ai toujours kiffé voir cette valorisation qu'on oublie, parce qu'on pense au personnage, mais on peut oublier qui est derrière. C'est en tout cas ce qu'on avançait à DC, c'est que la culture des auteurs est extrêmement forte, en fait, vu qu'on n'a pas, si on a des séries qui sont devenues des licences en France, mais c'est vrai qu'on revient toujours aux auteurs. On parle du Spirou de Franquin, de trucs. On est toujours à chaque fois sur la notion de l'auteur, elle est sacrée, en fait.
on n'est pas juste avec des faiseurs qui passent par là, qui remplissent un contrat pendant 5 ans et qui s'en vont. Non, c'est que les plus doués arrivent à faire de leur nom une marque. Une marque, ouais, c'est ça, exactement. Oui, là, moi, on le voit, c'est vrai que quand on parle des runs, on sait que c'est le run de Tom King, on sait que c'est le run de Snyder, on a vraiment maintenant, on arrive vraiment plus à identifier qu'avant comment c'était publié, surtout. Mais ouais. Alors moi j'ai une doléance, si j'ai le droit tout de suite, et après Benoît je te laisse poser une question si tu veux. Justement vu qu'il y a énormément de runs, énormément de numéro 1, vous avez fait des petits guides comme ça qui sont très bien d'ailleurs, où il y a à peu près une chronologie, mais est-ce que vous pourriez s'il vous plaît faire une chronologie sur votre site internet? Ah oui, on y pense dès qu'on a le temps. Oui, après oui, évidemment je suppose que c'est énormément de travail, mais je pense que même pour les nouveaux lecteurs ça peut être vachement bien de savoir que année 1, c'est à peu près là, qu'après il y a ça, après il y a silence, après il y a etc. etc. Mais si, en plus, c'est vrai que maintenant, je pense qu'on peut vraiment faire des choses très lisibles, sélectionner, avec plusieurs fils, plusieurs héros, plusieurs auteurs. Enfin, il y a moyen, je pense, de créer en fait la timeline parfaite. Oui. Mais c'est juste que voilà, c'est quelque chose qui va demander en conception beaucoup de temps, et c'est vrai qu'on est plus là concentré vraiment sur les bouquins. Je me doute. Moi, tu vois, c'est quand j'étais chez Delcourt, moi, les timelines, c'est un truc que j'ai. Là, pour le coup, autant mon oncle m'a donné le virus du comics et Thierry Mornay m'a donné le virus de la timeline. Parce que quand on bosse sur Star Wars, on n'a pas le choix. En tout cas, c'était. Et en fait, il y avait eu un bouquin en fait, qui était sorti chez Dark Horse sur la chronologie de Hellboy. Et ça, j'étais donc le community manager à l'époque, c'était Marc Aguès, donc Tsuka pour ceux qui connaissent. Et en fait, on s'est éclaté à adapter en fait tout ce contenu-là, cette chronologie de Hellboy sur un site dédié en fait. Et c'est vrai que moi, j'adore les chronologies. C'est un petit côté rassurant. Je trouve que c'est bien de classer. Et en plus, vous le faisiez, il me semble, dans les 2-3 premières années, au début des bouquins, en tout cas chez Batman, il y avait une chronologie et le bouquin, il est à ce niveau-là. C'est vraiment bien. C'était surtout ce qui était DC classique. Parce que là, pour le coup, on n'était pas sur de la nouveauté, on était déjà sur des livres qui avaient 5-6 ans quand on les publiait. Et on avait encore pas mal de choses à publier à ce niveau-là. Donc c'était vraiment c'était un repère. Après, ça nous a semblé moins nécessaire quand c'était New 52, qui enchaînait ensuite avec Rebirth, avec Infinite. Donc on va dire la chronologie était plus lisible qu'elle ne l'était en fait avant Flashpoint. Donc ça nous semblait moins indiqué. Après, je pense que ça sera toujours utile. Ça aidera toujours quelqu'un effectivement d'avoir cette timeline. Pour ranger sa bibliothèque aussi. On s'y connaît normalement à peu près bien, surtout en Batman, on est vachement fan, mais quand des fois j'achète des bouquins de Batman, je suis obligé de rechercher moi-même sur Internet, alors ça a été publié quand? Ok, alors parce que je suis un peu monomaniaque, je range par ordre chronologique, bien sûr, et je dis alors celui-là, il va entre tel et tel bouquin, mais je suis obligé de faire ma recherche moi-même, et c'est vrai que ça manque de la chronologie. Ouais, je comprends. Puis des fois, ça se chevauche, enfin c'est... Et ce qui était plus simple et plus lisible, il y a 5 ans, c'est vrai que 5 ans après, avec le nombre de bouquins parus et les reboots successifs, c'est vrai que ça. Mais je suis d'accord, ça nécessite de penser en fait à un outil. Parce que là, toi, par exemple, c'est vrai que les guides sont très appréciés des libraires qui en font carrément des anti-sèches de leur côté. Je pense que c'est un support qui est très utile. Mais oui, je pense qu'on peut encore améliorer. Après, voilà, c'est une question de temps, de priorité. Si vous faites une offre de stage pour créer une chronologie, Denis propose direct. Mais j'accueille avec bienveillance cette doléance. Pas de problème. Merci. Pour rebondir encore sur ce qu'on disait, justement sur ces 12 ans d'Urban, est-ce qu'il y a peut-être une saga ou un comics dont dans l'équipe vous êtes le plus fier d'avoir publié ou quelque chose qui a peut-être marché Oui, il y en a, oui, ça fait beaucoup. Choisis un de tes enfants. Le premier, après le reste, le premier c'est un brouillon et après le reste, c'est des erreurs. Mais voilà. Il faut dire East of West pour Benoît. Non, c'était avant East of West en fait. C'était quand j'ai passé mon entretien en fait chez Urban, je suis venu avec 2 bouquins dans mon sac. C'était Scalped et Day Tripper. Donc des choses un peu opposées, mais on restait comme dans du Vertigo. Et ces bouquins-là ont vraiment été pour moi je crois que pas Day Tripper, mais Scalped
ça a été l'une des premières séries dont j'ai eu tous les numéros. Enfin, c'est vraiment là, pour le coup, j'étais à fond dans la VO et j'adorais ça. J'avais raté le coche avec 100 Bullets, Fable aussi, mais Scalp, ça a été vraiment ma formation aux comics adultes. Enfin, ça a été vraiment génial. Et ouais, Scalp, pour moi, ça reste brillant. Là, on le republie en grand format urbain, justement, parce que je pense qu'on a là l'un des meilleurs polars de la BD américaine, voire même de la BD tout court. Hein. Je trouve que c'est vraiment... je ne vais pas dire que c'est inattaquable, parce que rien n'est parfait, mais pour moi, c'est un pilier. Ouais, et puis Day Tripper qui m'avait... c'est comme ça que je l'avais vendu aux représentants commerciaux, c'est que ça m'avait fait pleurer en VO, ça m'a refait pleurer en VF. Enfin, ça a été une énorme claque. Après, des choses plus récentes, je fais le tri, et il y en a beaucoup. Department of Truth, ça m'a vraiment retourné. C'était vraiment pour moi la meilleure réponse en fait des créateurs de comics à l'ère Trump. Parce que moi, ça a été un peu une interrogation pendant les 4 années en fait, de la présidence de Trump. Je n'ai pas envie de dire de la première présidence de Trump, parce que ça laisserait supposer qu'il y a Mais en tout cas, il y a eu pour moi, il y avait cette espèce de latence. Enfin, je pense qu'au niveau, on a parmi les créateurs de comics souvent des personnes ultra progressistes et qui réfléchissent beaucoup à leur époque et qui sont des produits et des miroirs et des personnes qui font vraiment avancer les problématiques. Et je me dis, il y a forcément un truc qui va ressortir en fait, de cette période-là, et j'attendais presque que ça ressorte plus tôt. Alors, il y a eu quelques essais, il y a eu quelques réactions un peu épidermiques de Trump, fuck you, et ça n'allait pas beaucoup plus loin, donc c'était assez parfois déceptif. Et puis est arrivé Department, qui était, plutôt que d'attaquer frontalement ce qu'a représenté Trump, a plutôt été cherché dans les dommages collatéraux, dans ce que Trump a modifié de la réalité. Et du coup, à force d'asséner des contre-vérités qui deviennent le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a vraiment ce vrai pouvoir du discours à façonner la réalité. Ça, c'est un truc, donc là, je reviens à mes études de philo. Moi, oui, le discours façonne la réalité. Et c'est vrai, c'est vrai. Dans une certaine mesure, on va pas. La fin du monde, c'est pas exactement comme ce qui est dans la BD de Department, mais il y a cette. Ouais, je pense qu'on finit par vivre dans une réalité que Trump a imaginée. Et ça, je dirais que ce pouvoir créatif devait trouver en fait un contre-pouvoir. Et je trouve que Tanyon a cette finesse de ne pas stigmatiser non plus ceux qui croient. Je trouve qu'il essaye juste de montrer un petit peu le mécanisme de, en gros, à qui profite cette alter-réalité ou cette fake news. Mais il ne va pas aller dire celui qui croit que la Terre est plate est un connard. Non, il met juste en fait, il crée en fait une nouvelle mythologie. Je trouve que ça part effectivement de tout ce qui est creepypasta, de tout ce qui est légende urbaine, et il arrive en fait dans le Department à en faire une synthèse ultra brillante. Alors c'est très écrit, c'est vrai qu'il déroule, hein, et c'est vrai que parfois Martin Simons est plus là pour illustrer, mais déjà il le fait de manière ultra brillante, et on a du mal maintenant. Au début, on peut se dire, waouh, c'est un petit peu le proto-Sienkiewicz, ça c'est un peu hardcore, mais moi, je n'imagine pas personne d'autre en fait illustrer ce qu'il fait. Donc, tu as vraiment un côté impressionniste. C'est une énorme claque. Donc voilà, Department, ouais, ça a été la grosse claque. J'oublie évidemment Saga qui était vraiment un de nos premiers titres indés, et qui était. Je suis un grand fan, j'adore. Ouais, j'ai pas lu moi les premiers tomes depuis que je suis papa, et je sais pas si je me ferai un cadeau ou pas. Ouais, mais tu le regardes avec un autre regard, et c'est d'autant plus bien. Je pense qu'on le redécouvre. Non, Saga, effectivement, qui était une espèce d'évidence, et je me souviens encore quand j'avais proposé j'avais dit à mon boss, Paul, j'aimerais vraiment faire une offre pour ce titre-là. Il y avait qu'un seul numéro en fait de publier à l'époque, et je lui avais fait lire le premier numéro. Il dit bon, alors c'est pas mal, mais c'est un petit peu court pour un premier tome. Je dis mais Paul, c'est que le numéro 1. Alors c'est un numéro 1 un peu augmenté, mais non, il y avait, ça donnait déjà un petit peu la teneur un petit peu de ce que ça allait être, quoi. Donc ouais, Saga énorme. Là, je regarde un petit peu, mais bon, j'ai du House of M, donc c'est House of M, donc c'est pas trop ça. Je savais pas que vous avez publié ça. C'est pas mal, ça. Mais une question sur Saga, il va y avoir une intégrale ou pas? Je sais pas si c'est un spoiler ou pas. Non, pas pour l'instant. C'est que pour l'instant, chaque tome en fait se vend très bien et permet de faire revivre en fait encore les.
Saga est toujours, on appelle les écoulements le nombre de ventes que l'on fait soit au mois, soit à la semaine. Et les écoulements de Saga sont toujours très bons. Donc ça reste un de ces bouquins qui reste conseillé en fait, qui est une valeur sûre que le libraire en fait aura à cœur de tendre à un lecteur qui ne sait pas trop quoi lire, qui ne sait pas trop vers quoi se diriger, qui voudrait lire de la BD américaine mais pas du super-héros. Saga souvent, même juste les fans de SF. Mais en tout cas, ta question est pertinente parce que c'est à terme. Oui, mais on est à la moitié du chemin. Là, tu vois, ils ont prévu normalement la série en 18 tomes. On est au tome 11. On va attendre encore un petit peu. Ouais, c'est pas encore prévu. Et juste petit moment lèche-bot et ce sera terminé. Ce que j'adore chez vous, c'est que tout est encore disponible. Enfin, quasiment tout, ce serait mentir. Mais la plupart de vos bouquins sont disponibles, même s'il y a 11 tomes. Et ça, c'est vraiment très, très appréciable pour le lecteur. Donc, merci pour ça. Écoute, on fait vraiment au mieux. Et c'est vrai que depuis le Covid et depuis la hausse du papier, qui depuis augmente moins vite, donc c'est pas encore non plus c'est pas non plus des conditions idéales, mais on est quand même obligé de choisir ce qu'on réimprime. Et ce qui fait que parfois que certaines séries vont en l'état, leur première édition, on va juste soit les laisser s'épuiser ou les mettre en arrêt de commercialisation, c'est-à-dire qu'on arrête vraiment une série pour la reproposer en intégrale. On essaye de faire vraiment au mieux à chaque fois, mais encore une fois, quand j'appelle à l'indulgence de notre public, c'est aussi cette donne économique. Jamais par gaieté de cœur, on met un bouquin disponible. C'est bien sûr. Mais je pense, toi, notamment, moi, c'est des choses qui m'ennuient profondément, mais des No Man's Land qui se retrouvent avec un tome 6 qui manque, ou même un tome 1, c'est encore pire, qui est indisponible depuis très longtemps. Alors certes, il a été disponible pendant 7-8 ans, et bon, les gens peuvent quand même encore le découvrir aujourd'hui et se retrouvent du coup interdits de poursuivre leur lecture parce qu'il n'y a qu'un tome. Mais c'est vrai que on est sur des bouquins qui ont eu leur moment, en fait, qui ont très bien vécu. Mais au bout d'un moment, effectivement, le bouquin devient du fond et ne tourne plus. Il est plus visible, il est plus mis en avant par le libraire. Et ces bouquins-là qui ne tournent plus, eh bien, du coup, le niveau de vente ne justifie pas, en fait, qu'on y une réimpression et que ça mobilise du stock sur lequel on va payer. Enfin, tout ça, c'est juste des jeux financiers. Hein. On va pas retirer un tome, je sais pas moi, un tome 8 de Deadly Class pour le plaisir en disant haha, on a bien eu tout le monde. Non, notre intérêt, c'est de vendre des bouquins et que tous les bouquins soient disponibles. C'est évident. No Man's Land, j'en parlais, je crois, dans l'émission d'avant. Enfin, je les ai pas, en fait. Donc, alors, tu as commencé une autre collection dans laquelle tu auras plus de chances d'avoir l'intégralité de No Man's Land, c'est les Chronicles. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça me fait un trou, en fait. Ah oui. Je suis un peu complétiste aussi, parce que je les ai chez Eagle Moss, je les avais en Chronicles, mais il me manque là, en fait. Voilà, cette parenthèse, je lance toujours une bouteille pour les occasions. Moi, je dois faire une petite parenthèse noir et blanc, parce que j'ai tous vos bouquins en noir et blanc, parce que j'adore le noir et blanc. Merci d'en publier. Red les a presque tous. Moi, je les ai tous. Justement, ma question, c'était comment on choisit quel titre va sortir en noir et blanc? Est-ce que, pareil, ça peut être DC qui l'impose, ou c'est vraiment un coup de cœur, ou c'est un choix éditorial? C'est même eux qui nous ont repris l'idée. Donc, c'était sur les éditions noir et blanc, maintenant, qui s'appelle Batman Noir, quand ils font une version noir et blanc. Oui, c'est vrai. Oui, je les ai aussi, oui. Je me souviens encore de Dan Didio à qui on rendait visite dans leur bureau. Je crois qu'ils étaient déjà encore à New York, je crois. Ouais, je crois. Et en fait, on voyait Dan Didio se balader en fait avec nos noirs et blancs en me disant oh, je vous pique votre idée. Et c'est effectivement ça se faisait un an plus tard. Quoi. Et non, c'est un truc quelle est la sélection, enfin, sur quels critères. Là, on parlait tout à l'heure d'intuition et de ce qu'on aimerait bien publier. Il y a ça. Il y a nos auteurs préférés. Hein, ça fait partie du critère premier. Et ensuite, on voit si déjà techniquement c'est possible, si les fichiers sont dispo. Et s'ils ne le sont pas, on travaille de manière à ce qu'ils le soient, de manière à ne pas proposer non plus du niveau de grille, parce que je sais que parfois ça a été très compliqué d'avoir des fichiers. Pour Batman Damned, notamment, c'est pas en noir et blanc à la base, si? Non, c'est vrai que si on envoie si on enlève en tout cas les fichiers que Lee soumet à DC pour colorisation, ce sont les fichiers qu'on a publiés. Donc c'est la version la plus noir et blanc possible. Mais il avait mis dessus un lavis, il avait mis du niveau de grille, mais c'est en tout cas la version la plus simple. Mais tu parles d'un bouquin qui était donné, je crois. Oui, exactement. Je l'ai mis dans la collection, mais c'était pour l'achat de 2 Urban de de Black Label.
Ouais, c'est comme le imposteur de cette année. C'est ça, oui, il y a beaucoup d'effets de matière, c'est ça. Mais bon, là, on se dit, sur du bouquin qui est donné gratuitement, enfin, en gros, qui est donné contre l'achat, sur des primes, on peut parfois faire ce type de niveau de grille, mais... puis nous, on adore, donc continuez. Hein. Très bien. Complet. Mais voilà, par exemple, Sean Murphy, ça a été une évidence. Mais vous n'avez pas fait The Plot Holes en noir et blanc, bizarrement? Non, parce que là, on pensait que le potentiel, on peut le faire sur des... On l'a fait, tu vois, sur de l'indé aussi, sur les Seven to Eternity, avec le dessin de Jérôme Peña. Ah oui. Qui est pareil, envoyé une claque à chaque fois. Oh mon Dieu, oui. Aussi sur le duo Powerbomb de Daniel Warren Johnson. Mais après, voilà, il y a justement nos intuitions et la réalité du marché, c'est que le Seven to Eternity fonctionnait pas mal, le duo Powerbomb, pas du tout. Là, on s'est rendu compte. En noir et blanc, non? Ouais, non. Alors, moi, je pense avoir ma petite idée, c'est parce que le dessin de Daniel Warren Johnson est très, très, très fourni. Ouais. Et donc, parfois, en noir et blanc, il faut vraiment se pencher et se concentrer pour voir le dessin. Ce qui n'enlève rien à la beauté du dessin. Oui, c'est une hypothèse. Mais je pense que c'est un peu plus lisible en couleur. Ouais. Mais non, moi, après, moi, je chéris cette édition. Mais voilà, après, moi aussi, je l'ai en ça fait partie des... Merci pour la cause. Ça fait partie de ces impressions qui ne sont pas toujours vérifiées. Quoi. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à... la vie est une contrainte, plutôt une simple contrainte. Et c'est vrai qu'il y a l'envie, donc ce qui donne la naissance au projet. Et après, il y a le nombre de facteurs et qui vont ou pas soit te casser les pattes, soit amplifier en fait cette intuition-là. Et parfois, oui, moi, tu vois, il y a eu non pas des bouquins qui m'ont été imposés, mais des bouquins qui s'imposaient. C'est-à-dire que quand tu as un film, quand tu as le Suicide Squad de David Ayer qui débarque en 2016, mais que tu ne pas la série qui était le Suicide Squad New 52, ben, t'es quand même obligé de publier. Tu peux pas ne rien avoir en fait, de la licence quand le film arrive. Et bien nous en a pris parce que je n'aime pas du tout cette série-là, mais on a vraiment... moi, je l'aime bien. Pas de question de goût. Je vais me déconnecter tout de suite. Putain, ça voilà. Il faut parfois aussi comprendre et l'intérêt du plus grand nombre, c'est que parfois notre maxime personnelle n'est pas forcément celle des autres. Il faut aussi sortir un petit peu de son entre-soi et voir, voilà, moi, tu vois, par exemple, je suis pas ultra fan du travail de David Finch, mais je sais qu'il y a une... Ah là là, ça y est, j'enchaîne les coups au cœur. Mais je sais qu'il y a énormément de lecteurs qui adorent. Moi, je trouve ça ultra pied, mais je comprends. Et je comprends pourquoi les gens aiment, parce que moi-même, j'ai été, à l'époque, Ascension, j'ai trouvé que c'était incroyable. Son premier comics indé. Ben, je ne peux plus le voir en peinture maintenant, mais voilà, ça fait partie des choses qu'il faut aussi prendre en compte. En parlant de noir et blanc, c'est un de mes traumatismes, c'est pas le bon mot, mais je me souviens, c'était peut-être dans les 2-3 premières années d'Urban, vous aviez annoncé le Suicide Squad, justement, je crois, de Jim Lee, qui devait paraître en noir et blanc. Ah ouais. Tu t'en souviens peut-être plus, mais c'était annoncé, puis après ça a été annoncé, repoussé à 100 dates, et finalement, vous l'avez jamais fait. Ça n'est jamais arrivé. Ouais. Je crois que parce que simplement, il y avait d'autres bouquins plus prioritaires. C'est la formule qu'on emploie, mais qui est vraiment... Alors, pardon, je vais noter, c'est le Justice League de Jim Lee, pas le Suicide Squad. Ah oui, pardon, oui. Ah ouais. Il avait été annoncé, mais au tout début des éditions noir et blanc, au début d'Urban. Ah ouais, écoute, je m'en souviens, honnêtement, je m'en souviens pas. Un truc à faire signer en moins par Denis, putain, c'est con. Et vous avez des éditions justement qui sont sorties en France mais qui ne sont pas sorties aux États-Unis en noir et blanc. Le Superman de Jim Lee n'est jamais sorti en noir et blanc aux États-Unis. Ils ne pourront pas piquer celui-là encore. Non. Donc vous avez des exclus. Oui. Après, ce qui était bien aussi dans ces premières années d'Urban, et puis c'est des choses qu'on continue quand même à fournir, c'est que je pense que DC nous voit comme un laboratoire. C'est-à-dire qu'on a je ne sais pas si vous aviez connu ça au début d'Urban, mais on avait fait des combos en fait du bouquin et du DVD, de l'adaptation animée, ou du bouquin et du vidéo, ce genre de choses qui avait bien fonctionné, qui avait très bien fonctionné en mass market en fait aux États-Unis. Donc le noir et blanc a été ce concept qui a été aussi importé. Il y a les anthologies, pareil, qui ont fait le tour du monde. Enfin, il y a une anthologie une Joker anthologie et
coréenne, chinoise, japonaise, enfin, du coup, c'est russe, enfin, c'est vraiment, c'est des concepts, en fait, qui ont été repris ensuite, mais pour nous, c'était travailler en bonne intelligence et qui nous laisse les rênes pour imaginer des concepts, et derrière, voilà, ça donne, ouais, ça donne aussi d'autres, dernièrement, ça serait quoi? Ce serait peut-être les nomades qui ont confirmé, alors peut-être une intuition qu'ils avaient déjà sur un format, un petit format, mais ils sortent là les DC Compact, qui sont du nomade, en fait. Oui. Et après, je sais que les Espagnols avaient fait aussi ce format-là, quasiment en même temps qu'Urban. Donc, ouais, donc, en fait, souvent, les bonnes idées se retrouvent. Hein, Et si on reste sur le côté plus artistique, parce qu'on est des fanats du noir et blanc, mais aussi on est fanats des covers alternatives, il faut le dire clairement. Oui, c'est vrai. Ça met un peu taré là-dessus. Comment ça se choisit? Alors, est-ce que souvent ça va être est-ce que ça va être plutôt des covers alternatives faites par des artistes et du coup vous en récupérez certaines, ou est-ce qu'il y a un autre choix qui est fait, comme pour Transformers là plus récemment, où c'est Sylvain Runberg qui sort la cover spéciale pour Transformers. Sylvain Repos. Moi je l'ai mal appelé. Oui, je vais changer son nom de famille, mais c'est pas grave. C'est un autre Sylvain, ouais. Ok, c'est l'autre. Un super scénariste. Enfin, t'as des bonnes. C'est ça. Comment on choisit? On est encore une fois sur du goût perso, mais je pense, tu vois, notamment avec Darkness of Steel, on a fait pas mal d'allers-retours à savoir quelle serait la couverture variante et quelle serait la couverture régulière. Et c'est vrai qu'on a eu des dessins tellement impactants alors, je suis en train de perdre son nom. Dan Mora. Non. L'autre. Tu voulais placer Dan Mora, toi. Tu voulais le placer. On le sait que tu voulais placer. C'est la variante, c'est Dan Mora. Oui, la variante, c'est Dan Mora. Mais du coup, le deuxième. Flûte. Ce super dessinateur qui nous fait quasiment de la gravure. Hein, c'est les couvertures régulières de Darkness of Steel. C'est Joshua Middleton. Et Middleton avait en fait un côté, on va dire, plus iconique et qui pouvait en fait ouvrir la série à un autre lectorat, un lectorat plus large. Là où Dan Mora, pour nous, c'est plus du fan service, c'est ultra efficace. Pour moi, c'est un peu le nouveau Jim Lee. Il a un style qui est ultra reconnaissable, qui est très mainstream, et en plus, il est ultra productif. Donc, on savait qu'avec Dan Mora, en plus avec cette compo blanche et tout, ça bien, quoi. Ça donne vraiment autre chose à voir de la série. Et ouais, là, il y avait un vrai coup de cœur, en tout cas, sur cette série-là. Pour Transformers, c'était, là, pour le coup, pour la variante de Void Rivals, on voulait mettre, en fait, un Transformer sur la couverture. Donc, on a pris celui de Daniel Bryan Johnson pour, encore une fois, pour élargir, pour les fans de Transformers qui pourraient passer à côté de Void Rivals, pour leur dire, reviens par là. C'est là que tout commence, quoi. Et après, pour les blind, les packs mystères, les couvertures variantes de Transformers, qu'on fait dans des packs opaques, là en fait il y avait quasiment, c'était une évidence en fait d'avoir d'abord, avant de me lancer dans ma phrase, j'essaie de me souvenir du dessinateur, d'avoir les visuels en fait de Jason Howard qui a décliné en fait sur fond blanc à chaque fois tous les persos de la licence Transformers qui font une apparition. Du coup, ils ont chacun leur fiche en fait de perso. Et là, plus trois dessins originaux cachés en plus. Ouais, ça c'était. On s'est dit, on va aller jusqu'au bout en fait. C'est jusqu'au bout de l'idée, vraiment rendre le truc un peu unique. Et on a eu cette idée et si on demandait à Dan en fait de dessiner à même la couverture un original, ce qui fait que vous avez potentiellement dans ce tirage-là 3 originaux de Daniel Bryan Johnson qui se baladent. Et en fait, au final, ce qu'on voulait aussi faire, c'était retirer la couverture variante de ce blind pack. Le tirage vraiment de ces couvertures un peu exceptionnelles, en fait, que vous ne tombiez pas en gros une fois sur alors, le ratio, je ne suis pas bon là-dedans, mais en gros, trop de fois en fait sur la couverture régulière. Donc, on l'a extraite, on l'a vraiment mise à part. Vous pouvez acheter la couverture régulière. Et quoi qu'il arrive, si vous achetez un blind pack, ce sera forcément une variante. Avec quand même du coup un indice de rareté, les moins rares étant Optimus, après il y a Starscream, et après du coup il y a Jetfire. Et après il y a le Graal, le dessin de Dan. L'original. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont assez lourdes à mettre en place, mais c'est ultra enthousiasmant. C'est vrai qu'on s'est dit vraiment, on va jouer le jeu à fond, à faire ce gros lancement-là, parce que les titres Energon, c'était
ça a été un vrai bonheur en fait d'accueillir cette licence-là. Ça a été déjà on n'y croyait pas parce qu'on pensait vraiment que ça allait chez Delcourt. Et puis tout le monde pensait ça, je pense. Oui, ce qui était logique jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Mais voilà, il y a eu cette arrivée massive de gros robots et puis vraiment et même on va dire au-delà de la licence, des 2 licences d'Hasbro que sont Transformers et puis ensuite G.I. Joe. Moi, c'était surtout le pari artistique de Kirkman. En fait, là-dessus, moi, j'avais commencé à lire le premier numéro de Void Rivals sans imaginer une seule minute que ça allait atterrir chez nous. Et en fait, il m'a vraiment eu. Enfin, je ne sais pas si vous lisez Void Rivals, si vous êtes à jour, mais dès les premières pages, en fait, il y a on va dire un duo qui se crée, pas entre les 2 personnages antagonistes, mais entre le personnage principal et son gant, qui est une intelligence artificielle. Et rien que là, ça m'a rappelé en fait à quel point Kirkman était bon en fait. Enfin, il y a pas mal d'humour en fait dans Void Rivals. Et voilà, ça m'a complètement embarqué. Et en plus, du coup, quand on voit Jetfire à la planche 22, je fais ah ouais, donc là, on est en train de lire autre chose. Et à partir de là, ça a été une prise de conscience que Kirkman allait mettre en place de manière très cohérente en fait cet univers-là, qui est un vrai univers partagé, qui commence dans l'une de ses créations. Et dans chacune des nouvelles séries, en fait, il y a la graine qui va donner naissance à la suite. Ça fait que Jetfire va laisser nos pauvres rescapés échouer sur leur astéroïde pour aller réveiller sur Terre ses compatriotes. Ce faisant, du coup, les Autobots et Decepticons sont réveillés et vont foutre le dawa, ce qui fait que les humains, à hauteur d'humains, en fait, on voit juste des gros robots qui se mettent sur la gueule, donc c'est forcément une menace. Surtout quand tu as Starscream qui va exploser, en gros, le compagnon, enfin le copilote de Duke, qui était en mission de reconnaissance et qui va, du coup, se dire, mais il faut faire quelque chose, il faut que l'humanité se réveille un petit peu. Et du coup, de cet événement qui arrive dans Transformers, va naître en fait la série Duke, et derrière, G.I. Joe qui arrivera sans doute sous peu, quoi. Donc je trouve qu'il y a une cohérence, il y a même cette manière dont Kirkman a imaginé et orchestré tout ça, d'avoir une intrigue, on va dire, à échelle cosmique dans Void Rivals, quelque chose de beaucoup plus action et on va dire cinémascope avec du coup ces gros mechas qui vont se mettre dessus sur la Terre, et d'avoir au niveau humain du coup les intrigues en fait qui seront plus du technopolar ou de l'espionnage avec G.I. Joe. Et je trouve que on peut en plus lire vraiment les séries de manière indépendante. Alors, oui, c'était ma question, parce qu'il y en a qui ont peur peut-être un peu du multivers et de devoir se lancer dans plein de séries, mais tout peut se lire indépendamment. Complètement, vous pouvez vraiment ne lire que Void Rivals. Si vous êtes uniquement fan de Kirkman, il n'y a aucun problème. Si votre kiff, c'est Daniel Bryan Johnson et les German suplex entre Optimus et Starscream, là, vous pouvez ne lire que G.I. C'est à mon sens, on perd un truc. Enfin, on perd un truc parce qu'il y a une telle intelligence là en termes créatifs ça serait dommage de. Enfin, je trouve ça même. Enfin, vous lirez, hein, vous me direz si vous avez accroché si ça vous a donné envie de lire le reste. Mais nous, en interne, et je suis en plus avec une génération moi, de collègues qui ils ont jamais regardé en 86 un seul épisode. Ils n'étaient pas nés. Et on a 15 ans de différence. Et moi, c'est des choses que j'ai vues gamin. Et sans être en plus un fan hardcore de la licence. C'est pour ça que je disais que pour moi, la donne artistique et en gros, sans Kirkman, jamais j'y serais allé. Des comics, ce que fait Vestron actuellement, pour moi c'était vraiment de la niche en fait, et on n'avait pas vocation de le faire. En tout cas, je crois que le matériau n'était pas propice en fait. En tout cas, il n'était pas à maturité, il manquait quelque chose. Et souvent, quand j'y allais, quand je lisais comme de temps en temps pour voir ce que ça donnait, du G.I. Joe ou du Transformers, je disais ah là, le dessin. Je crois que graphiquement ça marchait pas en fait. Vraiment pas. Donc moi, ça a été quand je vois Kirkman qui arrive avec Lorenzo De Felici, avec Daniel Bryan Johnson, avec Tom Reilly que j'ai découvert moi, que je connaissais pas, qui a priori avait fait un peu de Marvel avant. Et j'ai vu son dessin sur Duke, c'est parfait. Vraiment, c'est le gars qu'il fallait, quoi. Et Williamson qui fonctionne très très bien sur de l'indé, quoi. Donc c'est une énorme surprise de notre côté, mais c'est un bonheur. Enfin, encore une fois, je parle de personnes qui n'ont pas d'affect avec la licence, même pas un affect historique, d'avoir eu un jouet. Du coup, le reste de l'équipe a accroché aussi alors. Et voilà, c'est ça, c'est que je me suis rendu compte que tout le monde a été embarqué en fait. Et vraiment, ces titres-là, alors je sais qu'on dit en anglais Energon,
Et moi, ça me fait penser à Esturgeon et ça me dégoûte un peu. Donc, ça sera Alien Hunt. Et en fait, ça fait partie, ça faisait longtemps que j'attendais pas les PDF semaine après semaine. En plus, là, pour le coup, j'ai un peu, sous couvert de conscience professionnelle, je l'ai demandé en fait en avance à Skybound. Pas pour les envoyer en traduction pour travailler dessus, mais pour les lire dès le vendredi. Pour les lire aussi, voilà. C'est bon signe quand même. Et ça faisait vraiment longtemps que moi, je m'étais pas enthousiasmé sur un truc à ce niveau-là. Donc, on va voir, du coup, si cette intuition se révèle Inch'Allah. Universelle, on va voir. Tu as parlé tout à l'heure de Jim Lee. Je reviens juste sur ce que tu as dit tout à l'heure. Non, mais il fallait. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est que depuis presque un an de l'émission, on a presque un bingo, en fait, parce qu'on a tous nos petits mots-clés à placer dans chaque émission. Il y a East of West pour Benoît, et Denis, s'il ne parle pas de Sean Murphy et de Jim Lee, il fait un AVC, en fait. Moi, c'était Esturgeon. J'ai rempli. Ah, bah, chacun c'est bon. Et Red, c'est Buffy, mais là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué de placer Buffy, quand même. Oui, puisque tu as parlé... si vous rachetez la licence. Alors, pardon. Jim Lee. Oui, Jim Lee. Vous avez publié de ce qu'il avait fait chez Wildstorm. Vous avez publié les Wildcats il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vous avez prévu, je ne sais pas si c'est en fonction de si ça marche ou si c'est en fonction de l'envie, est-ce que vous avez prévu de faire d'autres séries Wildstorm? Alors, Wildstorm, c'était un test. Du coup, sur la fin d'année, on avait tout un ensemble fin 2023 de titres qui sentaient bon les années 90. Ouais. Et ça n'a pas été probant, en fait. D'accord. C'est-à-dire que l'appétence pour ces comics-là, jusqu'à la version d'Alan Moore, hein, qui vient mettre un petit peu d'intérêt et vient redresser un scénario qui foutait un peu le camp, même ça n'a pas réveillé de fibres particulières. Je pense qu'on a eu les nostalgiques, mais ça n'a pas intéressé pas plus que ça. Non. Donc c'est vrai que pour l'instant, à moins de voir arriver en masse ou en force plutôt cet univers-là sur grand écran, je pense que Gunn, ne serait-ce qu'en intégrant Authority dès le film de Superman, va allumer un intérêt. Enfin, va du coup initier quelque chose. On verra jusqu'où il creuse. Nous, ça nous servirait évidemment de campagne marketing. On fait jamais mieux qu'un film. Donc on va lui laisser la priorité. On va le laisser venir et puis on verra ensuite si ça vaut le coup pour nous de réactiver tout ça, parce qu'on ne peut pas faire juste un récit, tu vois, il y a tout ce qui nous emmène à coup d'état et ensuite tout ce qui se développe derrière, il y a beaucoup de boulot. Enfin, il y a beaucoup de boulot, oui, il y a beaucoup de boulot de toute façon, mais il y a beaucoup de bouquins à sortir. Et là, actuellement, le marché n'est pas dispo, quoi. C'est pas dans cette direction qu'il regarde. Ouais, il y avait la série de Warren Ellis, je crois, sur Wildstorm qui était sortie. Qui était chouette, hein, très conceptuel, parce qu'il s'en foutait en gros du découpage en single. Il avançait. Pour lui, c'est un long récit. Et même quand on a limite ça coupé en plein dialogue, pas grave. Fallait vraiment le lire en trade. Et ça typiquement, oui, ça fait partie des choses qu'on avait. C'est cette relance avortée aux États-Unis. Ils ont voulu essayer plusieurs fois. Le plus dommageable, ça a été vraiment cette relance et de Jim Lee et de Grant Morrison, de ce seul numéro qui était assez prometteur. Enfin, tu as sans doute lu la proposition qu'on a publiée dans le deuxième tome en fait de Wildcats Origine, et c'était ultra prometteur. Ah, ça aurait été chouette. Ouais. Ça n'arrivera jamais. C'est comme le Twilight de Alan Moore. Parfois, faut faire des croix sur certains projets. Est-ce qu'on peut, s'il y a une croix, il me semble avoir entendu une interview de ta part disant que le Justice League de Bendis, tu ne voulais pas le publier parce que tu ne le jugeais pas assez bon. Tu as mis une croix dessus. Est-ce qu'un jour peut-être cette croix sera enlevée? Parce que moi je rêve de lire la Justice League de Bendis. Tu lis l'anglais? Pas tellement que ça au final. Bon, je pense qu'il y a des outils maintenant avec Google Lens qui peuvent t'aider, mais tu as plus de chance en fait de ce côté-là que vraiment. Non, clairement, ce run-là, il a. Enfin, on souffre sur la Justice League depuis, on va dire, depuis la fin du run de Jones, parce que on va dire que le Justice League Rebirth, c'était pas ouf, pour dire le moins, et qu'il y a eu à nouveau un truc un peu de qualité avec le New Justice, enfin No Justice, New Justice de Snyder qui nous a emmené après sur Doom War. Mais c'est vrai que la Justice League, elle est aux abonnés absents depuis très très longtemps. Et pour nous, ça a été un vrai problème. C'est que nos meilleures séries, c'était et Batman de Snyder et Capullo, et la Justice League de Jones. Et on nous a enlevé, on marche sur une jambe depuis un petit moment, quoi. Et c'est vrai qu'on a besoin d'une série de Justice League. Alors,
je pense que ça reviendra. Enfin, c'est évident que l'équipe va revenir. Mais non, on a fait l'économie de celle de Bendis parce que c'était pas le moment. Enfin, on avait vu la direction que ça prenait, et puis surtout l'impact que ça n'a pas eu. Donc là, pour le coup, on l'a deviné, on avait cette intuition encore une fois. Mais non, je suis désolé. Mais c'est un auteur qui vend, hein, je pense. Après, je ne travaille pas dans le monde de l'édition, mais c'est un nom qui fait vendre. Tu penses, mais c'est vrai que on va dire même son run sur Superman, qui commençait très très bien, il n'a pas vraiment tenu la distance en termes de vente. Là, je parle de manière objective. D'accord, oui, non, mais c'est bien de savoir. Passionner les foules. D'accord. Ce qui est vraiment dommage, parce que je trouve que Bendis, c'est un auteur qui, moi, en indé, j'adore. On avait bossé, c'était à l'époque avec Thierry, c'est Thierry qui avait cette volonté de faire aussi ce qu'il a fait chez Semix. C'était la trilogie de Bendis où il était au scénario et au dessin. C'était Jinx, Torso et Goldfish, qui étaient du coup vraiment les débuts en fait de. Ah oui, j'ai jamais vu, ouais. De Bendis, c'était super. Et après, il y a eu, moi, ça avait été Scarlett qui m'avait mis une énorme claque, qu'il faisait avec Alex Maleev. Là, il fait Masterpiece aussi avec du coup Maleev. Il y avait vraiment, je trouve que sur l'indé, moi, j'ai toujours assez client. Et l'indé, on va dire, je mets Alias dans l'indé. Hein, on reste sur des créations un peu autres. Mais ouais, quand il est arrivé chez DC, ce qui était une potentielle bonne nouvelle, je dis vraiment, le Superman commençait bien. J'y croyais, Patrick Gleason, c'était vraiment super. Ça n'a pas duré, quoi. Dommage. Après, on était dans une période qui était un peu compliquée. Hein. C'était une époque où tu avais en gros 3 têtes pensantes chez 3 showrunners chez DC. Tu avais Scott Snyder, Geoff Jones, Bendis, tu avais même Tom King qui commençait à jouer un petit peu des épaules. Donc ouais, ça manquait un petit peu de direction à ce moment-là. C'est pour preuve, tu vois, les atermoiements d'une série comme Doomsday Clock qui devait donner un petit peu le pas de ce que devait être Rebirth. Et au final, on s'est plus Rebirth s'est plus terminé avec c'était quoi, avec Death Metal de Capullo et Snyder que autre chose, quoi. Donc je suis curieux de lire les analyses dans 10 ans pour voir un petit peu comment est-ce qu'on analyse cette période-là. Quand les langues se délieront, qu'on aura des livres confessions. Nous, on a toujours dit on aime beaucoup le run de Snyder, mais par contre, on n'a pas aimé Metal. Ouais. Metal, on s'est perdu dedans. Death Metal, surtout. Ouais, Metal, il y avait la base et tout. Ouais, Metal m'amusait. C'est que je trouvais que tout le monde s'amusait, en fait. Et le Joker Kiri, il y a des super persos, mais on se mélange dedans, quoi. Ouais. Mais après, non. Le Batman Kiri, pardon. Ça a été un énorme carton. C'est un des personnages... comme on dit, fan favorite, c'est vraiment les 2 tomes du Batman Kiri, on en vend, mais encore énormément. Indépendamment en fait, de Batman. Enfin, Batman Metal, ça se vend toujours, Death Metal. C'est non. Ouais. Non, parce qu'il y avait le multiverse noir, etc. Enfin, ça faisait un truc énorme, mais on s'y est paumé. On s'y est complètement paumé dedans. Ouais. Oui. D'accord. En tout cas, c'est un point dont on a souvent parlé, mais on parlait des personnages qui se sont créés. C'est vrai que récemment, alors dans l'univers Batman, lui, il revient très fort. Enfin, il est énorme comme personnage. Et récemment, en personnages créés comme ça, qui sont devenus iconiques, il n'y en a pas beaucoup quand même. Non. Je veux, en tout cas, des tentatives qui ont été faites. Il y avait quoi ? Il y avait Punchline de Jameson. Ah si, ouais, mais on a un petit coup de cœur sur Punchline. Benoît peut-être pas, mais nous on l'aime bien. Ah ouais. Il y a Harley Quinn, puis il y a Punchline qui qui met un petit coup de talent. C'est un personnage qui a aucun intérêt pour moi. Mais ta gueule, elle est jolie. Mais voilà, à la limite, mais elle a son histoire est assez pauvre. Ah non, il y a le côté un peu plus dans la manière dont elle va vers le Joker. C'est l'inverse de Harley Quinn. Je trouve qu'il y a un parallèle, il y a un miroir avec Harley Quinn qui est intéressant là-dessus. Mais bon, on pourra en discuter pendant quelques temps. Il y a encore 2-3 questions, mais Benoît, si tu veux, ou Red, vas-y. Non, vas-y. Alors moi, j'en ai une petite. C'est juste pour rebondir aussi ce dont tu parlais sur les publications. Vous faites 50-60% de ce qui est créé. Mais comment vous faites du coup ? Parce que c'est la multitude de publications pour nous sortir en VF certains points. Ça doit être hyper galère de
permettre cette continuité. Enfin, on l'a vu de temps en temps avec le petit astérix, la petite étoile, pour dire pas encore publié. Enfin, ou voir dans l'épisode là paru en VO. Du coup, c'est un choix qui est à assumer aussi de ce côté-là. Ouais, mais en fait, on est jamais non plus sur des choses très très bloquantes. C'est vrai que vraiment, quand il y a des trous, on va dire, de références, de bouquins qu'on n'aurait pas publiés, genre Flash Forward, c'est des choses qui sont rien de tout ça n'est pas résumable en une page ou dans une note. Donc ça, c'est des compléments que l'on peut faire en introduction pour vraiment pas donner l'impression d'avoir raté un épisode. Mais ouais, non, clairement, on lit toujours tout. Donc du coup, on juge nous-mêmes de parfois, oui, cette référence-là, ça fait partie, typiquement Flash Forward, ça, on peut vraiment l'expliquer en une ligne. Et je suis désolé du coup pour parce qu'on avait eu une fronde de fans de Flash Forward qui, je pense, s'ils l'avaient lu, aurait peut-être rejoint nos rangs, mais le bouquin serait sorti et on aurait eu beaucoup de retours. Donc parfois, ouais, non, c'est des choix, c'est des vrais choix. Okay. Et on fait au mieux. En fait, tu vois, typiquement, il y a des choix qui sont aussi faits de tailler un petit peu. Je pense au dernier gros crossover event, c'était le Beast World qu'on a publié dans le Dawn of Titans 2. Il y avait beaucoup de tie-in. Tu avais Beast World, en gros, ça se passait dans chacune des villes un petit peu de chaque héros. Et c'était pas nécessaire. Enfin, vraiment, certains trucs étaient juste de l'exposition, juste pour montrer que l'event avait un impact un petit peu au-delà. Mais non, là, typiquement, en plus, vu que nous, on raisonne, nos prix sont en fonction des paginations, on ne voulait pas rajouter les 2 tie-in qui feraient passer au prix supérieur pour un contenu qu'on n'estimait pas qualitatif. Donc voilà, c'est aussi ce genre d'arbitrage qui parfois sont faits. Okay. Ce qui est pour rebondir à ça sur Beast World, la World of the Beast. Ce qui m'a c'est un album d'Iron Maiden, ça, non? Non, je sais pareil, plus. Mais bref, ce qui m'a interpellé, voilà, c'était dans Dawn of Titan. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros trucs style le crossover et tout. Et en fait, quand on le lit, on se dit, ouais, bon, finalement, c'est bien. Il est bien placé là parce que ça n'a pas de répercussions finalement sur le reste des séries et tout. Donc c'est bien. Ouais, ça en aura un peu, mais c'est pas une crise pour le coup. C'est un gros event, mais c'est pas une crise. Et puis après, voilà, la notion de crise, elle a tendance un petit peu à se relativiser quand tu vois des Dark Crisis on Infinitors, on est plus dans la. Il y a beau y avoir Crisis dedans, on va dire ça fait disparaître la Justice League, là oui, mais on n'est pas sur un statu quo, un nouveau statu quo derrière. On va pas débuter une nouvelle ère après Dark Crisis on Infinitors, même si le titre de l'event pourrait laisser suggérer que c'est un peu l'attente que le lecteur pourrait avoir. Donc, parfois, je trouve que c'est un petit peu déceptif. Mais là où tu vois, c'était quoi? C'était Night's Terror, qui était clairement un event estival et qui a été compris comme tel. Pas utile, tu peux vraiment faire l'impasse, mais voilà, tu n'avais pas non plus des conséquences plus importantes que ça. Après, je pense que ce qui est oui, ça apparaît un peu dans chaque série quand même, ils en parlent un peu. Voilà. Mais parce qu'on a Dark City et tout, ça apparaît. Ouais. Mais ce qui apparaît par contre plus comme décisif et un petit peu radical, ça va être le Absolute Power de Mark Waid et Dan Mora. Là, ça, en tout cas, ce que nous explique d'ici, c'est qu'il y a, là, il y a beaucoup plus d'attentes légitimes à voir quelque chose en ressortir, quelque chose qui compte en fait, parce qu'on est vraiment toujours. J'ai hâte. Ouais, là, c'est attendu celle-là, ouais, j'ai hâte. Nous aussi. Promis, c'est bientôt la fin. J'ai encore noté 2-3 questions et c'est bientôt la fin. Je vais me lancer dans les Urban Limited. Ah oh là là. Alors, c'est plutôt bien parce que moi, je fais partie de ceux qui aiment bien. Mais j'avais entendu une interview de toi chez First Print en 2023 où tu disais, si ma mémoire est bonne, que toi, tu n'es pas forcément fan de ce genre de bouquin. Et tu avais même à l'attention, à l'époque, tu avais dit, normalement, il n'y en aura plus. Oui. Et il s'avère que le temps t'a donné tort puisque vous en avez quand même publié fin d'année dernière. Je ne maîtrise rien, en fait. Je suis juste un homme sandwich et en fait, il y a un vrai directeur édito derrière qui travaille en ce moment. Il y a quelqu'un au-dessus, voilà, qui a pris les décisions. Mais voilà, tu avais dit à l'époque que logiquement, ça n'existait plus. Et puis c'est sorti. Selon ma logique, étant, on va dire, celle d'un directeur éditorial qui est souvent contraint par un facteur financier, qui est une direction qui. Là, voilà,
là, on a un intérêt financier à sortir une autre salve de Limited, donc on va le faire. Voilà. Sauf que du coup, c'est sorti l'année dernière à un prix unique, ce que vous ne faisiez pas avant. Ouais. Plus cher parce que je suppose que le prix du papier et coût de fabrication augmente, ça on s'en doute. Mais j'en ai revu encore il n'y a pas longtemps dans des librairies. Alors du coup, j'ai l'impression que cette salve-là a beaucoup moins marché que les précédentes. Du coup, la question que je vais te poser, c'est est-ce que ça continue ou pas? Vous le saurez bientôt, puisqu'on va bientôt révéler le programme de la fin d'année. Donc on va laisser ça, je vais laisser à Charlène le soin de dévoiler tout ça. Surprise. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait noté? Ah oui, toi, tu étais intéressé, Denis, par s'il y avait un coffret One Bad Day. Alors oui, parce que les One Bad Day sont sortis en petit single, et j'ai vu qu'aux États-Unis, ils l'avaient sorti sous un gros coffret, dans lequel d'ailleurs ils avaient mis Killing Joke. J'ai pas trop compris pourquoi. Oui, en plus. Bah, si, parce qu'à la base de ce One Bad Day, tu as Killing Joke, en fait. Tu as ce truc de, il suffit n'importe qui suffit à déconner. Voilà, exactement, pour devenir le Joker. C'était le prémisse, en fait, de toute cette série-là. Donc, est-ce que vous avez l'intention de faire un coffret comme eux, ou vous allez faire encore peut-être une sauce à la goût française avec un intégral, ou vous laissez comme ça actuellement? On va laisser comme ça. Ouais, les bouquins sont très bien comme ça. Et on a là, pour le coup, zéro intérêt à faire une intégrale. Je vais finir de les acheter alors, parce que du coup, j'étais à moitié. Je me suis dit, si j'attends l'intégrale ou pas. Enfin, ok. Je peux y aller. Okay. Très bien. On fait les courses en plus du podcast, quoi. Bah oui. On part avec une liste encore plus longue, c'est pas possible. D'ailleurs, ma prochaine question, c'est une question pour ça. Est-ce que, pareil, tu vas attendre du coup que Charlène donne les titres, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir une petite avant-première sur un noir et blanc qui est prévu fin d'année? Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Ah bon? Non. Il a failli y en avoir un. Mais il y en aura prochain, je sais que c'est Zorro. Ça, c'est officiel, c'est annoncé. Et c'est apparu sur Internet et puis ça a disparu. Il y avait peut-être Zorro d'un ancien dessinateur. Ah oui, c'est d'Alex Stott. Alors, ce sera du noir et blanc techniquement parce que c'est en noir et blanc. Et ça, ça arrive. C'est vrai qu'on a... En fait, c'est un bouquin qu'on voulait sortir en même temps que le Zorro de Sean Murphy, évidemment. Malheureusement, en fait, malheureusement, et en même temps, heureusement, c'est qu'on a eu... un des amis proches en fait d'Alex Stott qui apprenait qu'on faisait une nouvelle édition des épisodes de son ami, de son Zorro, donc inspiré de Walt Disney, et qui a dit il faut absolument que je veux contribuer en fait à cet ouvrage-là. Et comme on avait pour ambition de faire la plus belle édition de ce matériau d'Alex Stott, sachant qu'il y avait déjà eu Futuro avant et Glénat dans les années 2010. On s'est dit c'est pas un bouquin qu'on va faire deux fois, donc on s'est dit on le met en stand-by, on attend de voir la contribution de cet ami d'Alex Stott, et on produira du coup le meilleur bouquin possible. On a effectivement rassemblé pas mal de bonus, pas mal de contributions. On a même Enrico Marini, je ne sais pas si vous connaissez ce dessinateur franco-belge, qui est un amoureux de Zorro et qui nous fait et un dessin et une postface. Voilà, du coup il y a vraiment des choses comme ça qui Zorro rallie pas mal de passion. Marini fait souvent des commissions, on voit souvent Zorro passer. Oui, c'est ce qu'il me disait, voilà. Et c'est vrai que c'était l'occasion, quoi. Donc non, techniquement, le vrai dernier noir et blanc de 2024, ce sera celui de Zorro, de Sean Murphy. D'accord, ok. Bon, on l'achètera. Oui, ça me fait penser, puisque tu parles de Marini, alors c'est pas vraiment Urban parce que c'est Dargaud, mais il y a eu le Batman de Marini chez Dargaud, et ensuite il n'y a pas eu d'autres tentatives. Alors pourtant c'est un super Batman. Est-ce que tu sais si dans les tiroirs de Dargaud ils ont prévu de faire d'autres franco-belges comme ça avec des super-héros? J'irai leur demander, on verra du coup si ça. Je sais que ce genre de bouquin-là est très compliqué à mettre en œuvre. Et que ça prend énormément de temps. Enfin, ça va à la vitesse d'un auteur franco-belge, donc c'est. Oui. Mais parce que je pense que c'est une porte d'entrée géniale dans le comics, justement. Ah bah, c'est sûr. D'accord. Et c'est vrai que si c'est des choses qui sont à nouveau possibles, on les encourage de toutes nos mains. Bon, moi j'ai posé tout ce que je voulais. Je sais pas si vous deux, les amis. Ah, moi aussi, là, on est bien. Il y avait la dernière question un peu bonus, un peu rigolote, c'est si tu étais sur une île déserte et que tu avais le droit d'emmener 3 bouquins, ça serait quoi? Ça peut être des livres à lire aussi, pas que des images. Hein. Tu peux prendre des bouquins, catalogue Ikea, en règle générale. La Redoute.
Non, là, en ce moment, ce que j'ai, encore une fois, découvert en VO, mais redécouvert en VF, c'était Kaya de Wes Craig, qui m'éclate, en fait. J'en parlais avec des gars de l'équipe aussi. Ça me rappelle, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ce boulot-là. C'est que c'est Kaya, le temps de la lecture, ça m'a vraiment emmené ailleurs. Je trouve qu'il y a une énergie. Donc, c'est Wes Craig qui fait dessin et scénario, qui est le dessinateur de Deadly Class, qui là, pour le coup, bosse avec Jason Wardy, qui est son coloriste, et je trouve que c'est une équipe créative incroyable. C'est après le dessin de Wes, c'est assez typé, hein. Ça peut ne pas plaire et je comprends, mais pour moi c'est une série vraiment qui m'a mis une énorme claque et ça fait partie vraiment de quand j'ai fini le tome 1 en VF, j'ai repris le tome 2 en VO, j'ai enchaîné sur le tome 3. Enfin, c'était ouais, ça me rend à nouveau amoureux du comics, quoi. Enfin, vraiment, je trouve ça incroyable. Non, ça a été, ouais, c'était, j'emmènerais aussi, ouais, le premier album je sais pas, entre Duo Powerbomb et Transformers, peut-être quand même le Duo Powerbomb, mais d'accord. pas loin derrière, quoi. Et un troisième bouquin, Batman Silence de Jim Lee, un chef-d'œuvre. Non, ça c'est toi, ça c'est ton problème, ça c'est ta psychose. Tu emmènes 3 fois le même. Peut-être, j'ai lu là récemment, j'ai refait ça, le House of X Power of 10, pour enchaîner derrière avec Inferno, parce que j'étais pas à jour. Et ouais, j'avais adoré à l'époque. Je ne l'avais pas suivi en single, mais j'avais acheté le hardcover dès qu'il était sorti. Et ouais, ça a été. J'ai à nouveau, là encore une fois, ça m'a rappelé ce que j'ai aimé, d'une manière très, très innovante, ce que j'avais aimé dans les X-Men. Et Pépé Larraz qui fait du dessin incroyable. Non, c'était vraiment, c'était assez magique. Et là, du coup, j'ai Inferno maintenant, et on me dit que ce qu'il y a derrière est pas mal. Donc, je vais quand même sélectionner, parce que même quand j'avais lu un petit peu après House of X, j'avais. Après, c'est dur. Ouais. Même dans la série X-Men, en fait, je crois qu'il y a 2-3 épisodes pivots. Enfin, je me souviens du moment où Apocalypse va expliquer aux humains comment est-ce qu'en gros la diplomatie va se gérer maintenant. Et en même temps, tu as une opération de Black Ops, de X-Men Black Ops derrière enfin, c'était parfait d'avoir ce discours très posé d'Apocalypse avec les émissaires humains et derrière les mutants qui charclaient tout ce qu'ils pouvaient. C'était parfait. Mais c'est vrai qu'autrement, il y a eu pas mal de passages à vide. Enfin, c'était dans tout ce qui a été développé. Mais non, l'essentiel en tout cas est ouais, c'est vraiment brillant, quoi. Ça m'a ramené vers Marvel, de la même manière que Donny Cates sur sa mini-série de Thanos Wins m'avait ramené aussi un peu. Ouais, c'est un génie, c'est dommage. Je crois qu'il travaille plus tellement. Ce monsieur, il a eu un accident, j'ai lu. Il se remet. Travaille plus. Il se remet. Ah, tant mieux. Ouais. Je suis content. Il se remet. Je pense qu'il a envie. En fait, il relit ce qu'il a fait et je pense qu'il se dit putain, c'est moi qui ai fait ça, c'est génial. Et non, j'ai bon espoir. Tu vois, nous, c'est un auteur que j'aime beaucoup en indé. Et vous avez publié 3 ou 4 au moins livres de lui. Ça faisait partie de ces auteurs. C'était un petit peu. Alors, je ne sais pas s'il aura une carrière à la Remender, mais on était un petit peu dans cette ambiance, dans cette volonté un peu énervée, quoi. Ouais, un génie. J'aime beaucoup. Donc, je lui souhaite un bon rétablissement et un bon retour. Tout à fait. Ouais, oui, on lui souhaite tous. Et ouais, voilà. J'ai un peu répondu à côté et en faisant des digressions. C'était très très bien. Merci beaucoup, merci pour ton temps. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Très content. Ah, dernier point. Tu fais plus les newsletters? Non, c'est vrai. Non, enfin voilà. Si tu veux, la dernière newsletter, c'était, je pense que c'était sur Transformers. Non, il n'a pas le temps parce qu'il fait la chronologie de Batman. Oui, il ne peut pas tout faire. Et page à page. Et non, c'est vrai que ça a été fait. En fait, cette communication avait été faite à l'occasion des 10 ans, puis parce que le confinement avait créé un peu de frustration et un manque de contact avec tous les lecteurs et libraires qu'on ne croisait plus en festival. Et ça a fait son office. Maintenant, c'est vrai qu'honnêtement, c'est un gros temps consacré à ça. Il faut aussi avoir quelque chose à raconter. C'est important de ne pas juste poster. Si c'est juste pour faire des redites des annonces de Charlène, il n'y a pas trop d'intérêt. Tu vois. Mais si tu as pu me lire, si tu lisais à un moment les
ce qu'on faisait quand on annonçait en gros un genre par. On a fait les 5 genres sur l'année et j'ai écrit jusqu'au genre de la fantasy. Je crois que c'est Hugo qui a écrit celui du polar. Mais voilà, c'était en gros un peu on a perdu Denis. Je reviens pour toi, je refais de la newsletter, je fais tout ce que tu veux, mais reviens. Reviens, Denis. Non, mais comme il habite près de l'Allemagne, ça capte pas bien vers là-bas. C'est la blague récurrente. Ouais, c'est ça. Mais non, je pense que quand il y aura quelque chose d'un peu significatif et pas juste un petit peu le daily business, moi j'aime bien et surtout ce que j'avais apprécié, c'était l'espace d'échange qu'il y avait dans les commentaires. C'est un truc que j'avais pas du tout anticipé et j'étais même un peu méfiant en disant vraiment à la fin de la première newsletter, je laisse les commentaires ouverts. Prenez-en soin, parce que sinon je ferme, je vais pas m'amuser à modérer, quoi. Et il y a eu 2-3 tentatives en fait de déstabilisation, 2-3 répliques un peu trollesques, mais après c'était assez facilement désamorçable, parce que quand tu comprends que les gens ont surtout des craintes, en fait, ils veulent juste être rassurés par rapport à leurs attentes, et en fait quand tu leur expliques de manière rationnelle les contraintes que tu peux rencontrer et pourquoi tu ne peux pas accéder à leurs demandes, en fait, tu te rends compte que tout se calme très très vite. Et je trouve que justement, contrairement à Twitter où chacun crie très très fort et jusqu'à prendre plaisir à briser des réputations, je trouve que le côté beaucoup plus, alors peut-être communautaire, un peu plus resserré, mais de gens qui choisissent d'être là et de se regrouper ensemble, et plus sain en fait, et même plus pratique du moins pour articuler une pensée, pour développer simplement une explication. C'est ce que je vois également ce que je vois également sur Discord. Là, je suis pas mal sur le Discord de Comic City, et c'est vrai qu'on est tous là. Il y a des règles implicites. Les gars qui déconnent un peu sont très vite recadrés par l'ensemble des intervenants. Et je trouve que d'avoir ce côté un peu resserré, genre de pas ouvrir sa porte et gueuler dans la rue, et effectivement, il y a 3 chances sur 4 que tu te prennes un pain parce que ce que tu vas raconter va pas plaire. Alors que là, du coup, je trouve qu'il y a un peu il y a une civilité en fait qui se crée dans cette espèce un peu d'ambiance de village. Et c'est vrai que c'est un truc que j'avais retrouvé dans les commentaires en fait de ces newsletters, où je pouvais expliquer, et du coup là pour le coup lâcher pas mal d'informations, de manière là il y a rien qui me retenait, c'est moi qui décidais en gros de lâcher ce que tu pouvais dire et tout, quoi. Et sachant que c'était les gens aussi, j'avais pas l'impression de remplir non plus les boîtes mail, parce que c'était les gens s'inscrivaient, et ça fait toute la différence plutôt que de faire du mass mailing. Là les gens étaient vraiment là parce qu'ils en avaient envie, parce que ce que tu racontes les intéresse. C'est ça. Donc, oui, puis tu as l'impression d'être entendu, tu as un retour. Complètement. Et tu as même de ces échanges-là naissaient des idées. Il y a vraiment eu des vraies idées qui ont été, alors je ne pourrais pas dire c'est un tel qui m'a donné cette idée-là, mais ça a initié en fait des réflexions qui ont abouti derrière. Donc c'est ultra riche. Et je crois que celle qui a eu le plus de commentaires, c'était forcément posez-moi toutes les questions que vous voulez. Et c'est vrai que là-dessus, c'était un peu la liste de Noël, quoi. Mais c'est qui demande des chronologies et tout, quoi. C'est fou, ça. On n'a pas le temps. C'est votre chronologie. Mais voilà, c'était effectivement, c'était super. Ça a été une super expérience. Et donc, c'est pas fermé, c'est toujours actif, parce que je pense que la dose d'infos pour certaines reste quand même assez intemporelle. Et ne serait-ce que si on peut apprendre aux gens à ne pas confondre le dos et la tranche d'un bouquin, j'aurais marqué le monde de l'édition. On essaye nous aussi. Après, ils peuvent dire dos ou tranche, mais du moment qu'ils les lisent. C'est ça. Et qu'ils lisent pas que le dos. Voilà. Ou la tranche, je sais plus. All right. Merci beaucoup. Merci vraiment. C'était très intéressant. C'est un aboutissement un peu pour notre chaîne aussi, il faut le dire. Oui. Parce que bon, on s'est quand même rencontrés sur un concours Batman national. Oui. Donc, grâce à Urban Comics notamment, donc d'avoir pu lire tout ça. Donc, pour nous, c'est super. On boucle une boucle. C'est un peu ça. C'est ça, exactement. Et donc, on arrête la chaîne. Merci à tous. En tout cas, voilà, merci à tous. Bonne fin d'émission. On va lancer le générique et puis à la prochaine. À bientôt. Et on pousse, à liker, à partager, à pousser. S'il faut. Et lisez Kaya.